Hello, on est encore à Touraine Tech et là je reçois maintenant Nicolas des Code Troopers et je voulais lui poser des questions. Salut. Salut. Pose tes questions. Savoir qui sont les Troopers. Qui sont les Troopers? Les Troopers, alors c'est une équipe de développeurs basée à Tours. Donc on est 15. Sur l'équipe de 15, il y a 13 développeurs, tous issus de Polytech, là où on est aujourd'hui. Donc pour l'instant que des ingés. Et puis moi-même et un alternant qui sommes pas tech dans l'équipe et on s'occupe plutôt de la partie commerciale, marketing et puis RH de l'équipe. La partie RH de l'équipe? Bah, parce qu'à un moment donné, quand on est une petite boîte comme ça, il faut un petit peu s'occuper de tout. Et donc, on essaye de recruter de temps en temps quelques devs pour essayer d'agrandir un petit peu l'équipe et puis enrichir aussi un petit peu les profils, diversifier, même si c'est pas facile. Et donc, du coup, on s'occupe de ça aussi. Diversifier, du coup, sortir un peu de Polytech ou pas? Ouais, voilà, pourquoi pas. C'est un projet. On a du mal à le faire parce que, en fait... c'est pas facile de fitter avec l'équipe, je pense, quand on arrive de l'extérieur et qu'on se rend compte qu'on arrive dans une équipe de 15 mecs, tous issus de la même école, un peu copains, qui se connaissent très bien et tout. Je pense que c'est compliqué d'arriver de l'extérieur et de se faire sa place. Mais on essaye d'y travailler et potentiellement de recruter des profils qui sortent un petit peu de ce moule-là. En vrai, je pense que toutes les boîtes qui passent par cette taille-là, elles arrivent à... T'as des cohortes, en fait. T'as des effets de promo. Du coup, il y a il y avait un cœur de 8 au début, il y en avait 8 premiers. Ouais, 7-8 premiers. 7 exact. Ouais. Qui était plutôt indépendant à la base? C'est ça. En fait, initialement en 2014, c'était 7 boîtes indépendantes qui ont travaillé sous une seule marque commune qui s'appelait Code Troopers. Et ça, de 2014 à 2017, ils ont bossé comme ça. Et en fait, à partir de 2017, ils ont fusionné pour faire une seule marque, une seule boîte même qui s'appelle Code Troopers. C'est à partir de ce moment-là que la SAS a été créée. Moi, c'est à peu près à cette époque-là que je suis arrivé dans l'équipe pour les accompagner plutôt sur le côté business des produits qui commençaient à développer. Et donc du coup là on était 8 et puis petit à petit on a recruté, agrandi un petit peu l'équipe et aujourd'hui on est 15. Ouais, parce que du coup tu m'as dit que tu faisais du commerce. Ouais. Et tu m'as dit qu'il y a des produits. Toi tu t'occupes plutôt de commercialiser les produits, d'en faire le marketing, de faire la promotion? Aussi, ouais, c'est mon rôle. Ouais, exactement. Ouais. Donc moi il y a le côté Presta, donc vendre de la Presta pour des clients tout simplement, et puis le côté produit. Ouais. On en a 2 qu'on commercialise. On a un produit qui s'appelle Chapiteau, qui est un générateur d'applications mobiles pour festivals. Donc le but, c'est que les organisateurs de festivals puissent venir créer leur propre application quasiment sur mesure, couleurs, logo, contenu, programmation, etc. Et donc ça, on a commencé avec des petits festivals locaux et puis petit à petit, on s'est énormément développé. On doit avoir une quarantaine de festivals, de foires, de salons aujourd'hui. Et puis on a un autre produit qu'on commercialise aussi qui est Navig. Donc ça, de Navig sont issues les applications Fil Bleu, donc c'est les transports en commun à Tours. Et on a aussi les transports en commun à Orléans, donc ça s'appelle Tao. Donc là, c'est un agrégateur de données. Et en gros, on vient distribuer ça aux filiales de Keolis, par exemple, Tao et Fil Bleu. Donc ça, c'est des produits qu'on commercialise et je m'occupe aussi du développement de ces produits-là. Du coup, alors, c'est intéressant, c'est 2 produits qui ne se vendent pas du tout de la même façon. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Et puis pas du tout au même tarif. Par exemple, sur un festival, en fait, on est sur des tout petits budgets. Ouais. On est sur des budgets de 2500 €, 3000 € à l'année, quelque chose comme ça, pour 2 applications en natif, publiées sur les stores et tout. Enfin, c'est vraiment un truc carrément accessible, en fait, d'un point de vue tarif et aussi d'un point de vue, utilisation. N'importe qui peut utiliser ce truc-là. Sur les applications Navig, c'est complètement autre chose. On répond à des cahiers des charges, à des appels d'offres. C'est Keolis qu'on a en face. Ils sont 60 à prendre la décision. Ça passe par des dizaines d'étapes avant d'être validé. On n'est pas du tout sur les mêmes process. Ouais. Surtout, je pensais que Keolis avait dérivé la même app de Transpol partout, quoi. Non, pas du tout. En fait, Keolis a à la fois ils ont des filiales et ils ont aussi des filiales qui sont indépendantes. Et donc voilà, on sait pas. Ils peuvent soit imposer une solution. Soit en fait chaque filiale décide de la propre solution par laquelle ils veulent passer. Ouais, ça a du sens. Ouais. Du coup, il y a une série de personnes. Alors, vous êtes 2. Il y a 3 personnes 3 devs qui ont rejoint les 7 de départ depuis, du coup.
Donc ils étaient 7 au départ. Ensuite, il y a eu le recrutement de Pierre. Ouais. Ensuite, il y a eu Emeric et Thibaut qui étaient en alternance contrat pro et qui sont restés. Ouais. Donc ça doit faire 7 plus 3, 10. Ensuite, on a Sébastien qui nous a rejoint récemment en CDI. Et puis Vincent aussi, suite à son stage, qui est resté. Et en ce moment, on a une stagiaire aussi qui est là et qui travaille avec nous. Ça doit faire 15 au total. D'accord, donc après, le groupe de départ, c'est quasiment que des juniors. Ouais, exactement. Ouais, quasiment. Donc là, on essaye de recruter des profils un peu plus confirmés. Je sais pas si on peut dire lead dev, lead tech, je suis pas sûr. Mais en tout cas, des profils plus confirmés parce que aujourd'hui, on demande pas forcément à ce que quelqu'un débarque dans l'équipe et soit capable d'avoir 3 juniors sous son aile. C'est pas du tout ce qu'on demande aujourd'hui. C'est plutôt quelqu'un qui est capable de parler en direct avec le client, potentiellement de binômer avec un junior, d'échanger sur des problématiques, sur des technos, sur des choses comme ça. Mais on ne demande pas forcément, enfin, ce qu'on cherche pas forcément aujourd'hui immédiatement à recruter, c'est quelqu'un capable de prendre 3 juniors. Ça, voilà, on n'est pas sur ça. Et puis si on en a qui se présentent, ce serait avec, pourquoi pas. Enfin voilà, on étudie tous les profils. Mais c'est plutôt des juniors qu'on forme et qui, au fur et à mesure, deviennent des lead développeurs. Pierre, qui est arrivé maintenant il y a effectivement 3 années complètes, je pense, bientôt. Aujourd'hui, il est largement capable d'avoir des juniors sous son aile s'il voulait, quoi. Et puis tous les leads ont été juniors à un moment. Hein. Exactement. Ah, c'est du sens, je réfléchis. Du coup, vous voulez recruter plutôt des gens expérimentés maintenant. Mais recruter des juniors, ça marche au final. Ah ben c'est ce qu'on fait. En fait, nous, c'est des juniors. Hein, là, les 2 personnes qui sont tout récemment arrivées en CDI, donc Sébastien et Vincent, sont des sorties d'école. Ouais. Sébastien a 1 année d'expérience, donc c'est pas tout à fait un sorti d'école, mais Vincent, c'est un sorti d'école. Ouais, et sur les métiers ou sur les technos, vous n'avez pas envie de vous diversifier ? Pour l'instant, c'est pas tellement la direction que j'ai là-dessus. Mais ça serait envisageable, ouais. Parce que la clientèle que vous avez, les missions qu'on vous confie, c'est beaucoup des missions où c'est très peu de missions chez le client, c'est pas forcément de l'assistance technique. Ah, on va pas du tout chez le client. Si c'est ta question, c'est que nous, on reste vraiment dans nos bureaux ou chez nous. Donc on n'envoie personne. Par contre, après, effectivement, y a la plupart des clients, on va décider des propres technos qu'on décide de mettre en place. Donc quand tu me disais de la presta, c'est beaucoup du centre de service, beaucoup au forfait, beaucoup en agi. Ah, c'est plutôt en agile. On fait ça au forfait pas trop, mais c'est sur le long terme. Ouais. Après, si on fait du micro-forfait, ça devient agile. Ouais, alors ça dépend des clients. Effectivement, par exemple, on travaille pour Barrière, les groupes Casino Barrière. Ouais. Là, ça va être du micro-forfait un petit peu. Ouais. Après, on a de l'agile sur quand même la plupart des projets, quoi. On est aujourd'hui là, les 13 développeurs qui sont en full time sont chez leurs clients depuis des mois, quoi. Et quand je dis chez leurs clients, c'est chez nous, mais travaillent avec leurs clients depuis des mois. Ah ouais. En vrai, c'est difficile à monter comme activité. C'est pas forcément ce que les clients recherchent en premier, ou du moins il y a pas. C'est parce que font les prestataires en premier, donc ça demande un peu d'imposer sa vision sur le marché. Et puis en fait, il y a aussi autre chose, c'est que je sais pas si le Covid a aidé ça, mais nous, on imposait quelque chose, c'était vraiment par choix. On veut pas envoyer les développeurs, je ne sais où, à Paris ou à Tours-Nord. En fait, on veut vraiment pas aller chez le client, on veut rester entre nous dans nos bureaux, quoi. Donc après, ça arrive d'aller passer des journées pour faire du dev et aller rencontrer les équipes chez le client, mais quand on négocie un contrat ou quand on négocie une presta, ça fait partie des points où on dit nous, on va bosser depuis chez nous, quoi. On va bosser depuis l'agence Code Troopers. Alors du coup, tu disais que vous vouliez diversifier l'équipe ? C'est en projet, peut-être d'autres types de formations. Typiquement, cette semaine, je suis allé rencontrer Supinfo, qui est une école aussi de Tours, une école d'informatique de Tours, que je connaissais pas trop. On connaît pas trop le programme, donc on essaye de se renseigner un petit peu sur voir ce qu'ils apprennent, quels sont les technos, quels sont les projets qu'ils font, est-ce qu'ils font des projets aussi perso, en dehors des cours. Enfin voilà, on essaye de regarder un petit peu quel type de profil sortent de ces écoles-là, de ces formations-là. On a aussi une stagiaire en ce moment qui vient du CEFIM, donc qui est en reconversion professionnelle, qui a un profil qui change complètement par rapport à l'équipe. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on a tous entre ça doit être 27 et 35 ans.
des mecs qui sortent de Polytech, des blancs. Enfin voilà, on se ressemble vraiment tous. On est tous des copies conformes. Donc on essaie de se diversifier un peu, et donc là, typiquement, Lauriane qui vient du CFI, mais un profil qui vient bousculer un petit peu l'équipe, parce qu'elle a un regard différent sur notre façon de faire. Là, on l'a fait travailler sur Chapiteau en ce moment, et en fait, elle a plein de bonnes idées, des nouvelles idées, elle fait des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. On lui demande de faire des choses, et puis elle apporte ses propres idées, donc ça fait du bien à l'équipe. Voilà, donc on travaille. Elle faisait quoi avant la reconversion ? C'est une bonne question. Lauriane, avant la reconversion, elle a eu un parcours assez compliqué, et je crois qu'elle travaillait dans la conception de bijoux, il me semble. Si elle avait bossé dans l'événementiel, ça aurait eu du sens. Ouais, non, c'était pas le cas. C'est pas le cas. Non. Ok. C'est intéressant aussi parce que ta réponse, elle montre que le parcours avant avait pas forcément beaucoup d'importance, quoi. Non, c'était surtout sa motivation qui a énormément joué, parce que elle nous a montré une envie de venir bosser avec nous qui était incroyable. On était surpris par rapport à ça, et elle apportait beaucoup d'estime à notre boîte. Elle était archi motivée, elle voulait nous montrer qu'elle était capable de faire des choses, que même si elle sentait qu'elle n'avait pas le niveau pour rentrer chez nous, elle nous a demandé si on pouvait adapter les offres de stage ou ce genre de choses, ce qu'on a fait. Mais voilà, je pense que c'est l'image de marque de la boîte qu'elle aimait beaucoup, et c'est sa motivation qui a beaucoup joué dans son recrutement. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui font des reconversions ou des gens qui étudient sur le territoire et qui n'osent pas candidater chez les Troopers ? Je l'ai entendu souvent, en fait, ce discours-là. C'est pas que je pense, c'est que pour le coup, on me l'a déjà dit. Donc j'en suis sûr. Plusieurs fois, on m'a dit en fait, tu fais bien de venir me voir parce que j'osais pas postuler chez vous. Et moi, ça, en fait, je trouve que c'est un aspect cool, parce que je me dis, on est bien vu, on a un côté un peu sérieux, quali. Du coup, c'est une bonne image de marque. Mais d'un côté, c'est hyper gênant, parce qu'on est sur un marché où c'est compliqué de recruter des développeurs. Et en plus de ça, on a un frein, c'est qu'ils n'osent pas venir postuler chez nous. Donc c'est assez embêtant. Mais voilà, je trouve ça. Plusieurs fois, je l'ai entendu, genre, j'ai pas osé postuler chez vous parce que je pensais pas avoir le niveau, quoi. Ouais, ça me va. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, la question subsidiaire, comment vous accompagnez les juniors ? Est-ce qu'il y a un parcours spécial ? Qu'est-ce que tu conseilles à un junior qui démarre même dans une autre boîte, tu vois ? C'est une bonne question. Nous, les juniors, on les recrute pas non plus sans les avoir testés, on va dire. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est après un stage ou après une alternance, ou ce genre de choses. Après, si j'ai des conseils, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut oser tout simplement aller voir la boîte qui nous correspond plus, celle qui a nos valeurs. Si c'est des valeurs éthiques, si c'est des valeurs de qualité de code ou ce genre de choses, il faut foncer, et puis après, on voit s'il y a la place ou pas dans la boîte, quoi. C'est quoi les valeurs des Troopers ? Je sais pas, si t'aimes bien l'apéro, c'est une bonne occasion de venir nous rencontrer. Faire du code propre, la bienveillance, je pense que c'est très cool. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. C'est une boîte familiale, c'est une boîte de copains. Et on essaye de garder ça, même en grandissant un peu. L'apéro, moi, ça me va, hein, comme valeur, on peut dire la convivialité. Tu vois, ouais, c'est convivial, ouais. Et puis on est en... Je veux dire, c'est pas parce que c'est le travail que ça a besoin d'être pénible, tu vois. Non, pas du tout. Hein. non, je pense franchement que c'est pas... D'un point de vue employeur, c'est pas un employeur chiant. Enfin, je veux dire... et comme beaucoup de boîtes aujourd'hui, j'imagine, mais tes horaires, c'est light, on respecte. C'est un peu... Enfin, je trouve ça aberrant de dire ça, mais on respecte les 35 heures. On fait pas plus de 35 heures chez nous. Tu peux bosser de chez toi quand tu veux. On t'équipe aussi bien chez toi qu'au bureau. Voilà, ça fait partie des trucs de Code Troopers. Alors du coup, on parlait de qualité de code. Ouais. Comment on fait pour donner aux développeurs les moyens de faire du travail de qualité ? Alors ça, nous c'est au quotidien, on fait énormément de revues de code. Il y a aussi énormément de démos. Toutes les semaines, il y a des démos qui sont organisées en interne dans l'équipe
pour partager les nouvelles bonnes façons de faire, les bonnes pratiques, les nouvelles technos, les nouveaux services qui ont été utilisés par l'équipe ou ce genre de choses. Donc il y a un temps d'échange qui est mis en place, ça c'est vraiment toutes les semaines. Après on organise aussi une fois par an des hackathons en interne où là vraiment on va pouvoir bosser sur des technos qu'on n'a pas forcément eu le temps de tester pendant l'année, des trucs qui viennent juste de sortir, ce genre de choses. Et puis de la revue de code au quotidien pour valider ça, quoi. Est-ce que toi, en tant que commercial, Ouais. est-ce que si tu sous-chiffres un projet, Ouais. est-ce que du coup les devs ils vont faire un code de moins bonne qualité? Moi, je sous-chiffre pas de projet, simplement parce que je sous-chiffre, je chiffre avec les devs. Tu chiffres avec les devs. Ouais, je chiffre avec les devs. On fait tout, après j'accompagne dans la négo du contrat, la durée, où est-ce que ça se fait, quand ça se fait, ce genre de choses. Mais par contre, le client il faut bien qu'il paye pour les tests. Ça mais ça on le négocie en amont avec les développeurs. Ouais. Ok. Je réfléchis. Hein. Je vois ça. Ça fume. Tu m'as dit, alors non, mais surtout, tu m'as dit travail de qualité et de la bienveillance. Ouais. C'est quoi la bienveillance? Je pense que, en fait, si un gars se plante chez nous, personne va lui dire c'est horrible, ce que tu as fait, c'est de la merde ou je ne sais quoi. Je pense qu'on va tout simplement le faire ensemble, quitte à faire du pair programming ou je ne sais quoi. Et du coup, en fait, on progresse ensemble, on se forme ensemble et c'est là-dessus que pour moi, à mon sens, c'est ça la bienveillance chez nous en tout cas. Quand tu fais une erreur, on va t'aider. Ouais. Et on progresse ensemble. C'est même au-delà de ça, il y a une notion que l'autre fait une erreur, c'est une opportunité d'apprendre pour moi. Ah, je pense, ouais, clairement. Ouais, après, bon, c'est peut-être plus aux développeurs de répondre à cette question. Je pense qu'ils seraient plus alerte là-dessus, mais je pense que c'est ça. Ouais, mais après, les développeurs, ils peuvent le dire et puis pas le faire. Alors que toi, t'es à l'extérieur, t'es un témoin, tu vois. C'est possible. Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, t'as peut-être raison. Puis en plus, toi, t'es le seul qui fait un métier différent. Du coup, justement, si tu perds un deal, comment ils réagissent, tu vois? Je perds pas de deal. Je perds pas de deal. Je fais pas d'erreur, moi. Non, c'est une bonne question. Je la fais dans le sens. Bon, après, il perd pas de deal, c'est qu'il a pas assez proposé. Hein. Tu vois, c'est vrai, t'as raison. Non, en fait, je pense qu'on est quand même dans une situation où la boîte se porte bien, très bien, et donc du coup, il n'y a pas une énorme pression commerciale non plus sur mes épaules. Si je perds un deal, personne ne va être viré. Je veux dire, toute la boîte se porte bien. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas ça. Je touche du bois. Ah, moi, je réfléchis parce que, ouais. Effectivement, en fait, si tu perds pas de deal, la boîte, elle coûte pas. Mais la bienveillance, ce serait facile, en fait. Enfin, c'est hyper facile d'être malveillant envers des gens différents. Du coup, en fait, être malveillant envers quelqu'un qui fait pas le même métier que toi parce que tu le comprends pas, c'est facile. Mais comme ils ont été indép avant, ils ont dû vendre à des clients qui doivent bien comprendre ton job aussi, non? Ah ouais, ils le comprennent. Bon, après, pas sur tous les aspects. Je pense que sur le côté vente de la presta, ils le comprennent. Sur le côté développement d'un produit, je pense qu'ils savent pas le faire. C'est aussi pour ça qu'ils ont fait appel à moi et que je viens travailler avec eux, quoi. Parce que c'est pour ça que tu as bossé avec eux à la base. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de SN ou d'agences qui essaient de lancer un produit pour avoir un flux de revenus différent. Ouais, nous, c'est pas notre motivation. Enfin, ça l'est aujourd'hui. Je veux dire, on est content que Chapiteau fonctionne et que ça apporte du revenu en plus et tout. Mais en fait, à vrai dire, pour être transparent, on sait même pas si ce produit est rentable pour la boîte ou pas. Bon, il y a de grandes chances qu'il le soit à peu près ou qu'on soit à l'équilibre, un truc comme ça. Mais en fait, on fait plus ça aussi pour s'éclater parce que c'est un produit qui nous éclate. La clientèle de Chapiteau, c'est des festivals, c'est cool. On trouve que c'est un produit cool. Ça nous permet de tester des technos. Je sais pas, par exemple, il y a Cédric qui a fait un petit bout de notre infra en Rust et tout. Il s'est fait plaisir là-dessus. Voilà. Ça permet aussi en interco de pas faire des tâches horribles et plutôt de bosser sur un produit qui plaît à tout le monde. Et ça permet surtout d'avoir un produit en commun sur lequel tout le monde peut travailler parce que il y a du back, il y a du front, il y a de l'appli mobile, il y a de l'iOS, il y a de l'Android, il y a un peu de tout, il y a du DevOps. Et donc du coup, en fait, tous les troopers peuvent venir bosser sur ce projet-là. Donc ça fait un projet commun. Ce qui est pas mal quand on est dans notre format parce que
comme on fait 95% de presta, en gros, ben, ouais, il va y avoir chez Cédric et Florian qui vont être chez un client, Critéo en l'occurrence en ce moment, et on va en avoir 3 ou 4 chez Hotelmed, 2 ou 3 chez Barrière, 2 ou 3 chez Vinci. Donc c'est un peu, on n'a pas de projet en commun, et ces projets, genre Chapiteau ou Navigue, font partie des trucs qui permettent de rassembler potentiellement tout le monde, et tout le monde du coup peut bosser autour d'un projet commun, quoi. Ouais, je réfléchis en même temps. Parce que bon, mon propos, c'était de te faire un compliment sur le fait que même s'il y a tous ces bénéfices, en fait, tu vois, même souvent le projet de créer un produit, il marche pas parce qu'il n'y a pas de client en face. Parce que tous ces bénéfices que tu décris donc déjà d'avoir un projet en commun, si en fait, s'il n'y a pas de client derrière, ils sont pas là. Ah, ben là, il y a des clients. Ouais. Là, il y a des clients qui sont derrière, donc c'est fun. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que tu me dis les clients en plus sont fun, ça nous intéresse. Donc il y a une vraie empathie client, quoi. Bah, en fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. C'est les clients sont fun. Et en fait, donc il y a des clients qui utilisent, mais il y a surtout des utilisateurs. Derrière les utilisateurs finaux, je parle de Chapiteau et ensuite on parlera de Navi. Chapiteau, derrière les utilisateurs, c'est des festivaliers, quoi. Donc c'est des milliers de personnes qui vont utiliser ton app. Et ça, je pense que ça, les développeurs ils kiffent parce que leur produit il est utilisé. C'est pas un site qu'ils vont vendre à un énorme groupe qui va être utilisé par 4 personnes ou qui au contraire sera même jamais utilisé. Là on parle d'un produit qui va être utilisé par des milliers de festivaliers dans un contexte plutôt sympa qui est festif, qui est tout ça. Ça va être pareil pour les applications d'aide au transport avec Navigue, donc Fil Bleu et Tao. Ça va être utilisé par des milliers de personnes, ou en tout cas des centaines tous les jours, des milliers par mois. Pour tout bêtement trouver son bon bus ou son bon tram, etc. Ça, je pense que c'est une satisfaction pour les développeurs de l'équipe de savoir que leurs produits derrière sont utilisés. Au total, le Chapiteau, si on additionne tous les festivals qu'on a pour l'instant en France, je pense qu'on est sur des dizaines de milliers d'utilisateurs, quoi, au final. Ouais. En plus, l'événementiel dans l'informatique, c'est sous-coté comment c'est dur, en fait. C'est dur parce que c'est un marché où il n'y a pas trop d'argent. Non, mais puis, et au-delà de ça, genre, si le jour J ça marche pas, c'est un drame, quoi. Ouais, il y a une pression parce que. Il n'y a pas de droit à l'erreur, quoi. Bah ouais, parce que quand tu bosses avec les transmusicales de Rennes, par exemple, et que, en fait, t'as 30 000 ou 40 000 festivaliers, que t'as 700 pros qui sont là, qui ont ton app, et en fait, si ça plante, c'est juste une super mauvaise image de marque, et puis c'est pas du tout bénéf pour ton business, quoi. Le pic de charge, il est chiant à gérer en informatique. Ouais, alors là, pour le coup, je saurais pas te dire comment ils ont géré ça, mais il s'avère que ça c'est pas tombé, c'est jamais tombé, donc on croise les doigts. Il y a souvent dans l'événementiel des gens qui me disent ouais, il me faudrait un outil pas cher pour faire un tweet wall. Ouais, mais en fait, faut tenir la charge sur ces trucs-là, tu vois. Ouais. D'ailleurs, si t'as un outil de tweet wall gratos qui marche bien, je suis preneur parce que c'est vrai que c'est une galère ce truc. Non, mais en fait, le problème, c'est que dès que ton serveur décroche des événements, parce qu'en fait, Twitter t'envoie des événements, dès que ton serveur décroche les événements, tu peux plus rattraper après. Oui. Donc le système pour être résilient à ça, c'est soit de mettre plein de charges. Dans tous les cas, c'est pas cher. C'est ça. Donc quand tu fais un petit event ou un truc comme ça, c'est compliqué. Non, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir des trucs utilisés derrière, quoi. Tu veux pas mettre un tweet wall dans le Chapiteau? Je mets un tweet wall dans le Chapiteau. Faudrait voir s'il y a un client derrière qui achète ça. C'est le commercial qui parle. Là, je pense que peut-être Printemps de Bourges pourrait être intéressé. Si tu nous entends, Yann. Je suis sûr qu'elle est. En tout cas, tu sais, genre le fait de gamifier les tweets, genre dire le 5 millième tweet, il a un lot. Ouais. Il y en a qui le font bien, ça. On avait mis en place ça pour un startup weekend, je sais plus lequel, et ça marchait bien. Du coup, tu avais dû le faire avec #trophy. Peut-être. Peut-être. Si, alors ça, c'est Yannick. C'est Yannick et. Merde, j'ai oublié le prénom du deuxième. Méga cool, qui est parti à New York maintenant, avec qui j'ai dû parler il y a 3 semaines. Mais Yannick aujourd'hui il fait Listen Léon plutôt. Ok. Tu connais Listen Léon ou pas? C'est pas l'objet du podcast. C'est pas grave. Mais ça nous empêche pas d'en parler. C'est cool. En vrai, j'aime bien l'idée que les produits, déjà ça vous permette d'avoir des juniors qui rentrent. Ouais. Ça attire, je pense, ouais. Ça fait aussi que c'est un bon projet pour démarrer. C'est un vecteur de communication dans l'équipe, de partage de bonnes pratiques. Ouais.
Nous, c'est sur ces projets qu'on teste. En tout cas, pas trop sur Navigue, mais c'est sur Chapiteau qu'on teste beaucoup les nouveaux arrivants. On leur fait faire des trucs sympas sur des technos. Et alors, les 2 autres projets que vous commercialisez pas Ouais, je peux t'en parler. On a un outil qui s'appelle Peggy qui concerne la réservation de salles. Donc en fait, chez nous, on a 3 cabines téléphoniques, une salle de réunion, une cuisine, une salle de pause, ce genre de choses. Et parfois, on peut avoir besoin de réserver une salle. Et puis en fait, on se rend compte qu'on va gêner quelqu'un parce qu'ils sont 2, qu'ils ont besoin de la salle et tout. Donc on a mis un tout petit outil en place chez nous qui est synchronisé avec notre calendrier perso. Et donc du coup, quand on réserve une salle, ça vient bloquer la salle dans un calendrier commun sur un petit outil qui a été développé. Donc ça c'est bientôt terminé, c'est en cours, c'est pour l'instant en bêta test, on va dire en interne, tout le monde ne l'utilise pas parfaitement, moi le premier, mais donc voilà, ça marche, a priori ça marche bien. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Wakiki qui concerne la gestion des congés. Donc ça c'est synchronisé aussi avec notre comptable, donc ça lui permet de faire plus facilement les fiches de paie, on a notre solde de congés, on peut faire nos demandes de congés en ligne et tout. Voilà. Ça en fait on l'a mis en place pendant le premier confinement parce qu'avant on faisait ça à la mano sur des bouts de papier et en fait pendant le premier confinement on s'est rendu compte que c'était chiant du coup les papiers et tout, et donc du coup on a développé ce truc là et ça pour le coup ça marche très bien et tout le monde a son solde et tout le monde est content et voilà. Et pour l'instant, c'est pas commercialisé. Peut-être qu'un de ces 4, ça servira à des boîtes qui veulent gérer ce truc-là, qui est sans doute un peu pénible pour certaines boîtes, mais pour l'instant, ça reste chez nous. Je pense que ça marche chez nous parce que nous, on n'a pas d'outils pour gérer les congés. C'est 1 000 €. C'est 1 000 € par jour. Par jour. C'est même pas le prix du comptable à l'année. Ah bah ça, si quand même. Une fiche de paie, c'est 20 balles. Ouais, un salarié, il en a 10 dans l'année, ça fait 240 ça va vite, balles. Hein. Si. C'est le réflexe de commercial, c'est comparer à un autre truc que tu payes déjà. Ah ouais. Après, ça vient en plus du comptable, quoi. Là. Ça remplace pas la fiche de paye. Là, on n'est pas PayFit, hein, mais ça vient simplifier la gestion des congés, quoi, en gros. Ouais. Et dessus, on va venir faire aussi, ça c'est l'objectif cette année, on va venir faire nos comptes rendus, enfin nos CRA, dire ok, à la fin de la journée, j'ai bossé pour tel client. Moi, ça va se synchroniser avec aujourd'hui, en fait, on le fait déjà, ça. Et ça se synchronise avec un outil qu'on utilise qui s'appelle Toggle, qui me permet après de voir sur qui a travaillé sur quoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de faire tout ça sur Wakiki. Qu'on fasse les congés et les CRA et en gros, qui a travaillé sur quoi sur le même outil, sur Wakiki. Alors, pourquoi il s'appelle Wakiki ? Parce que je crois que Waikiki, c'est genre une plage en Thaïlande, je ne sais quoi, une île, voilà, un truc comme ça. Il y a une marque de fringues qui s'appelait Waikiki. Ah bon ? Ouais, ok, je sais pas. C'est pas. Pour le coup, je devais pas être là quand on a brainstormé sur le nom. Je crois que c'est une île. C'est pas une île, genre à Hawaï ou je sais pas quoi. Ouais, Waikiki, c'est une plage au moins. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça l'idée derrière. C'est au moins une plage, c'est pas une île. Voilà. Et Peggy, j'ai pas la ref. Je l'ai eu, mais je l'ai plus. Ça me fait penser à Peggy, 18 ans. Je sais plus. Je vois pas le rapport. Faudrait demander à Pierre. Pierre, si tu nous entends, réexplique-moi ce que veut dire Peggy. Ok. Voilà. Le fait d'avoir des projets, le fait d'avoir des produits en interne dans la boîte, ça permet de développer un peu l'équipe. Et en fait, surtout, là, on en a 4. Mais en fait, typiquement, Peggy, c'est un projet qu'a eu Pierre. Enfin, il faudrait qu'il confirme, mais je crois que c'est lui qui a décidé de lancer ça pendant le premier confinement, en gros. Et en fait, on est ouvert. Si demain, il y a Sébastien qui est récemment arrivé dans l'équipe ou Vincent qui veut développer un produit, qui veut avoir, une journée par semaine pour développer un truc en interne, tester des trucs, alors là, c'est plus que welcome, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des trucs, je pense, qui peuvent être intéressants et qu'on ne retrouve pas partout. Ça me va. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose ? Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, j'ai pas... je sais pas quoi, je retire ce que j'ai dit. Je l'avais pas. Est-ce que tu veux utiliser ce moment pour une tribune ? Est-ce que tu as un message à faire passer à l'audience de Willow-Daze ? Eh ben, n'ayez pas peur de postuler chez nous. Si vous pensez que vous n'avez pas le niveau, je pense que vous avez peut-être le niveau. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos CV. C'est bien ou pas ? Si vous n'avez pas le niveau, vous avez peut-être le niveau. Ça fait peur. Non. Je pense que voilà, ça coûte rien de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail. En tout cas, tout le monde est passé par là, quoi. Sans doute, ouais.
Ok, on, a c'est des, cool. on a des bières au frais, vous êtes welcome. Vous êtes bienvenus. Ça marche. Ok, super cool. Et ben, pour les gens qui nous écoutent, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Est-ce que tu resteras dans la section commentaires sur YouTube pour répondre aux questions? Eh ben, s'il faut, avec plaisir. Ouais, non, carrément. Carrément, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je le ferai avec plaisir. Je te montrerai. Eh ben, Ça super. roule. Ça roule. Merci, Donc, Damien. n'hésitez pas à poser vos questions et pensez à répondre, à participer à l'enquête qui nous permet de savoir ce qui rend les développeurs heureux. C'est We Love Devs, enquête dans Google. À bientôt. Salut.